Bonjour, bonjour peuple de Dieu, bonjour frères et sœurs. C'est une joie pour moi de me retrouver une fois de plus devant cette caméra pour pouvoir parler avec vous, pour pouvoir partager. Que la grâce et la miséricorde de notre Seigneur soient avec nous, mais par-dessus tout, merci à ceux qui sont abonnés à ma page, merci à ceux qui partagent les vidéos, et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, s'il vous plaît, abonnez-vous, cela serait une bonne chose. Voilà ce que je voulais dire. Alors, allons dans le vif du sujet. Il y a 5 jours, je regardais sur HBO un documentaire intitulé The Kingmaker. Je l'ai enregistré sur mon DVR. C'était l'histoire de Ferdinand et Imelda Marcos. Il était le président de la République des Philippines pendant près de 25 ans, je crois, 20 et au-dessus. Il était considéré comme étant un dictateur, comme étant un monsieur qui est la tête d'un régime qui était oppressif, qui dominait. Il y avait beaucoup d'abus, abus financiers, abus dans les droits des hommes, vous pouvez imaginer. Et beaucoup accusent Ferdinand Marcos d'avoir contribué à la chute économique et financière de la République des Philippines. Il était un citoyen des Philippines, il a épousé une femme des Philippines qui était très belle, qui était Miss Philippines, qui était vraiment belle, une belle femme. Elle s'appelle Imelda Marcos, elle est encore en vie, elle a 86 ans. Et quand le régime Marcos est tombé, ils ont fui le palais présidentiel par hélicoptère, on les a emmenés à Hawaï pour pouvoir les protéger parce que la population voulait faire justice. On voulait leur faire du mal. Et c'est comme ça qu'ils ont été mis en exil ici dans l'état d'Hawaï. Et finalement, le monsieur est mort. Il avait des problèmes de reins. Il avait des problèmes de reins et cela a emporté sa santé a décliné et il est mort de cela. Alors, la République des Philippines n'a pas voulu ramener la dépouille mortelle pour qu'on l'enterre publiquement et ayant été un président de la République. Et finalement, on a pu le ramener dans son pays, il est enterré là-bas. Mais pourquoi je vous dis tout ceci? Je connaissais Imelda Marcos parce qu'elle était toujours dans les pages sociales. Quand je grandissais, je me rappelle dans les revues Vogue, Paris Match, Jour de France, tout ce qui était revue de femmes, qui parlait de la mode, de la haute bijouterie. Je suis gémologue, donc, et je dessine les bijoux aussi. Jewelry designer. So, elle avait des collections fabuleuses. Elle avait la plus grande collection de sacs Hermès. Il y a eu des moments où Cartier est allé chez elle pour emprunter des bijoux pour faire une exposition et on les lui rendait. Tellement elle avait une collection de Picasso, de peintures de Picasso, de tableaux de Fragonard. Donc les caisses de l'État étaient comme leur poche personnelle. Ils ont vraiment abusé. Et chaque année, ils allaient en Afrique pour faire un safari. Et alors, cette année-là, ils avaient été au Kenya. Et Arap Moi était le président de l'époque. Ils ont demandé au président d'acheter des animaux africains. Donc, il a demandé six of each, donc 6 zèbres, donc 3 couples de zèbres, 3 couples de léopards, 3 couples de lions, 3 couples de girafes, et ainsi de suite. Je suppose qu'il a payé, parce qu'on a pris les animaux sur le continent africain, dans la République du Kenya, on les a emmenés aux Philippines. Et il y avait une île qui avait 245 familles qui habitaient là, c'était les natifs de cet endroit. Mais ils ont été évacués sans compensation financière et on a mis les animaux là. C'était devenu un parc des Philippines, comme ça ils n'avaient plus à aller sur le continent africain pour voir les animaux et prendre des photos et ce genre de choses. De l'autre côté, sa femme aimait beaucoup les pingouins, elle avait acheté des animaux qui venaient du Canada ou des pays polaires là-bas, et elle leur a construit une salle congelée où les pingouins elle portait ses manteaux de fourrure pour aller leur rendre visite. Donc ils étaient extravagants. Mais
J'ai regardé le documentaire et j'ai été dormir. Et je me disais, vanité des vanités, tout n'est que vanité. Et à 2 heures du matin, je me suis réveillée comme pour prier, je me suis réveillée. Et à cette heure-là, je n'ai pas de programme à moi, je vais avec le programme du Saint-Esprit. Je le laisse m'emmener, me donner le sujet sur lequel nous devons prier, ce que nous devons détruire. Et je l'entends me dire, allons aux Philippines. Je n'ai jamais été aux Philippines physiquement, en réalité. Je connais beaucoup de Filipinos, des gens avec qui j'avais travaillé dans l'industrie de la de la bijouterie et de la gémologie. Et j'ai dit, ok, j'ai commencé à avoir une vision. Et j'ai vu qu'on était là-bas aux Philippines. Les premiers habitants des Philippines, d'abord le mot Philippines le pays a été nommé Philippines pour le roi Philippe II d'Espagne. Ce n'était pas le vrai nom du pays. Les habitants de cet endroit-là étaient des personnes noires comme moi, mais avec des cheveux raides. Donc c'était les négroïdes asiatiques. Ceux qui sont petits de taille, avec des cheveux raides, mais noirs avec la mélanine. Et on les appelle Eta. Eta, ça veut dire l'homme. L'homme. Comme nous, on nous appelle Bantu. Bantu, ça veut dire l'homme. Et alors, quand il y avait donc un côté, le sud de la Philippine, qui était, les habitants originaux étaient des Noirs, et le nord, c'était des Indiens. Des Indiens parce qu'ils sont bruns, mais avec des cheveux raides. Et alors, quand les Blancs ont commencé à venir, ils ont commencé à systématiquement violer les Indiens et les femmes pour faire des enfants métis. Comme la génétique nous l'a appris, après 3 générations, une couleur peut être effacée. Donc si moi j'épouse un homme blanc aujourd'hui, notre enfant va être métis. Si l'enfant métis épouse un homme blanc, l'enfant va être blanc parce que le blanc a plus de prondépondérance. Et c'est comme ça que ils ont blanchi la Philippine. Donc les Filipinos que nous voyons aujourd'hui ne sont pas les originaires du pays. Les Indiens ont presque tous été décimés. Ils sont au nord du pays dans des petits pockets. Au sud, on a plus de Noirs, mais qui sont totalement marginalisés de la société. Et il est très difficile pour eux d'accéder à de grands postes, de grandes études universitaires. Mais faites des recherches, vous allez voir que les États sont encore là. Ils sont encore là et ils sont bien noirs, bien bruns, et ils sont les propriétaires de la terre. Alors le Saint-Esprit qui me dit, allons arracher la gloire de l'Afrique qui se trouve aux Philippines. Je lui ai dit la gloire de l'Afrique, il me dit oui. J'ai dit, je ne comprends pas. Il me dit, le documentaire que tu regardais hier, quand Ferdinand Marcos, qui était un 33e et demi franc-maçon, j'ai découvert qu'il y a 33 and a half, donc 33 and a half franc-maçon, et il était franc-maçon d'un niveau élevé, mais il était aussi dans les systèmes occultes typiques des Filipinos, et parce qu'il était un métis d'Espagnol et d'Indien. Et c'est comme ça qu'ils ont produit cette langue qui est moitié espagnole, moitié la langue que les Indiens parlaient, qui s'appelle Tagalog. C'est la langue officielle des Philippines aujourd'hui, avec l'anglais évidemment, et l'espagnol. Donc ils ont 3 langues officielles, mais le Tagalog est la langue que tout le monde parle. Mais c'est un mélange de beaucoup de choses. Quand vous entendez les Philippines parler, il y a des mots qui sont en espagnol, il y a des mots qui sont en anglais, et il y a d'autres mots qu'on ne comprend pas, nous, qui ne sont pas de ce pays-là. Alors, il était une personne qui était dans des sciences occultes et ésotériques, avec sa femme. C'est comme ça qu'ils ont perduré leur règne, c'est comme ça qu'ils ont pu couvrir les têtes des gens, c'est comme ça qu'ils ont pu faire asseoir leur autorité sur cette république-là. Il n'y avait pas de check et balance et tout le tralala. Alors le Saint-Esprit qui me dit, à un moment, son pouvoir commençait, la chaise sur laquelle il était assis commençait à être secouée par les révoltes, par les propos. Alors, en allant au Kenya, dans ses safaris, là, il a eu la bonne idée. Il a acheté ces animaux-là, mais en payant les animaux, il a tapé dans la gloire de l'Afrique et il a pris cela, la gloire du Kenya, il l'a emmené aux Philippines. Et il s'est assis dessus pour faire asseoir son pouvoir. Et ça a fait taire les voix, ça a fait taire tous ces remous qu'il y avait autour de lui.
C'est tout à fait possible dans le monde spirituel de prendre la gloire de quelqu'un et de se l'approprier si cette personne-là ne sait pas comment se défendre. C'est ce que les sorciers nous font. C'est tout à fait possible de prendre la gloire de quelqu'un, de la soulever et de la mettre, de l'emmener là où vous voulez qu'elle aille. S'il n'y a personne, il n'y a pas de sentinelle qui regarde ce pays-là. Et alors le Saint-Esprit qui me dit combien de républiques extérieures viennent acheter des animaux sur le continent africain. J'ai dit beaucoup, parce que partout où nous avons des eaux, partout où nous avons des animaux exotiques qui sont venus du continent africain, donc on est venu les prendre sur le continent africain. Et je suppose qu'il y a une sorte de paiement ou d'échange, de faveur, on vous donne les animaux, mais vous nous donnez quelque chose en échange. Il me dit oui. Il y a eu des endroits où l'échange était légal et bien fait, et puis il y a eu d'autres endroits où, en prenant les animaux, en vous payant, on a acheté une portion de votre gloire qu'on a emmenée ailleurs. Alors l'Afrique décline et les autres remontent. Je lui ai dit, je ne comprends pas. Il me dit, retourne au jardin d'Éden. Je vous ai montré le livre que j'ai lu la fois passée, mais avant cela, le livre m'a beaucoup validé. Je l'ai presque fini. Mais ce que le Saint-Esprit m'avait dit est que, avant Noé, avant le patriarche Noé, le monde était tous les continents étaient mis ensemble. Ce qu'on appelle Pangéa. Pan veut dire tout. Je suppose que Dieu n'a pas appelé ça Pangéa, mais c'est le nom que les hommes de science nous ont donné. Et alors, le problème qui était là, c'est que quand ça c'est le jardin d'Éden était énorme. C'était pas comme un jardin que je peux avoir dans ma parcelle, derrière ma maison. Alors, la partie où nous avons les animaux, dans le Serengeti, Ngorongoro, tout ce côté-là de l'Afrique, donc Botswana, Kenya, Tanzanie, et une portion du Katanga, Zambie, ce territoire-là, c'est grand, c'est très grand. Le jardin d'Éden, la création de l'homme a eu lieu là, parce qu'en Tanzanie, on a cette province qui est appelée l'Usumbwa. Usumbwa, dans la langue naturelle, dans la langue traditionnelle de là, veut dire la place de la création. Ça fait 4 professeurs que je découvre qui parlent de la création de l'être humain là. Et la langue qui est parlée là, c'est le Kisumbwa. Et les hommes qui sont là sont les Basumbwa. Et ils sont mes ancêtres. Je suis une Musumbwa. C'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup, parce que je veux comprendre. Comme beaucoup de cultures africaines, beaucoup de tribus africaines, on a la version orale que nous avons reçue. En tout cas, moi, je l'ai reçue de mes pères. Et maintenant, voir cela dans les livres, ça m'intéresse beaucoup. Et je veux arriver à un juste milieu là, voir où est la vérité et qu'est-ce qui est à garder, qu'est-ce qui n'est pas à garder. C'est pour cela que ce sujet-là m'intéresse. Parce que le moment est venu pour les Africains d'être impliqués dans leur vie de tous les jours. Et d'avoir mon histoire écrite par moi, pas écrite par quelqu'un d'autre, ou bien avoir l'histoire de quelqu'un d'autre qu'on veut transvaser et transposer sur la mienne. Parce que les premiers hommes étaient des personnes noires, et c'est pour ça qu'on s'appelle Bantou. Tout comme Bantu, nous sommes des créatures. Bantu n'est pas un prénom. Bantu n'est pas un nom. On est des êtres humains. Entendre parler des États aux Philippines qu'on appelle l'homme. L'homme et le Muntu, c'est exactement la même chose. Donc on doit arriver à attacher ça et en faire une histoire valable que nous pouvons apprendre à nos enfants. C'est pour cela que je parle de ceci, parce que l'Africain doit se réveiller. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. On a oublié la vérité, on a oublié ce qui s'est passé, on ne nous a pas dit la vérité. Alors, la gloire de l'Afrique, donc, a été prise. Et alors, le Saint-Esprit qui me dit, allons aux Philippines. Allons arracher la gloire de l'Afrique. Ouf, ça m'a pris 2 jours pour faire cela. On est allé, on a arraché. À Ferdinand Marcos, on a détruit tout ce que Marcos et sa femme avaient fait par rapport à l'Afrique, les paroles qui ont été proclamées, et prendre ceux qui étaient de l'Afrique, emmener chez eux dans leur vie, dans leur dynastie, parce que là, ils ont un seul fils qu'ils ont eu qui s'appelle Bongbong, c'est son petit nom, mais il s'appelle Ferdinand. Il est sénateur là maintenant,
mais il est très vite en train de se positionner pour être le vice-président de Duterte. Et si Duterte se retire, Bongbong sera le président. Son père avait toujours dit, mon fils sera le président. Donc nous risquons d'avoir une autre vague de Marcos qui vont retourner au pouvoir, parce qu'il a sa sœur Ime, qui est sénateur, et elle était gouverneur. Elle était gouverneur, maintenant elle est sénateur, et son fils est gouverneur. Donc, très souvent comme ça, quand on a des générations qui reviennent à la place où le grand-père était, ils se reconnectent tout de suite avec toutes les promesses et toutes les paroles, avec toutes les actions occultes, ou toutes les actions qui viennent de Dieu que leurs ancêtres avaient fait. Et c'est la raison pour laquelle, pendant qu'il n'y a pas encore de Marcos au pouvoir, on est allé arracher et récupérer la gloire de l'Afrique. Voilà ce que je voulais partager avec vous, que vous puissiez savoir que c'est tout à fait possible de voir quelqu'un qui brille ou qui a une terre qui brille. Et s'il y a cette gloire qui est dans la terre africaine, c'est parce que la création a eu lieu sur le continent africain. Et il y a des résidus qui sont là, qui ne peuvent pas être effacés. Il y a ce qu'on appelle la mémoire résiduelle, c'est ça qui se trouve dans les animaux. C'est pour ça que les animaux, quand ils, dans leur saison et dans leur temps, ils émigrent, ce qu'on appelle la migration, selon la pluie et tout ça, ils vont d'un endroit à un autre, mais qui leur a mis ce programme-là dans la tête, parce qu'ils n'ont pas un berger qui est debout qui les emmène. C'est eux-mêmes qui s'emmènent, c'est eux-mêmes qui se dirigent, ils savent où aller, parce que la mémoire résiduelle leur a montré le chemin où aller. Le Créateur a mis cela dans leur disque dur, dans leur hard drive. C'est comme ça qu'il y a une grande concentration d'animaux de ce côté-là de l'Afrique, parce que les animaux ont été créés là. C'est là où Adam les a nommés un par un et a donné le nom. Donc c'est une place qui est importante dans l'histoire de l'Afrique, dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire de la chrétienté. Donc c'est comme ça que nous pouvons voir des rapaces, des vautours, des hommes occultes, les enfants du serpent ou les enfants de tout ce que vous voulez, qui peuvent venir voler quelque chose là et ramener ça chez eux pour s'asseoir dessus. Donc, on est allé arracher la gloire de l'Afrique, la gloire du Kenya particulièrement, des Philippines et de la main des Marcos. Imelda Marcos est encore en vie. Elle a eu 3 enfants, donc comme je vous ai dit, Bongbong risque d'être président aux prochaines élections. Et ils sont là. Donc on doit être vigilant avec ce qui est à nous. On doit être vigilant avec ce que Dieu nous a donné. Voilà ce que je voulais vous expliquer, à vous les enfants de l'Afrique, que vous puissiez savoir, à vous les enfants mélanisés, que nous avons des choses qui sont prisées et enviées de beaucoup de personnes, et que nous sommes à cette période-là où les enfants de l'adversaire viennent comme lui parce qu'ils n'ont qu'un seul agenda, to kill, to steal and to destroy. Tuer, voler et abîmer. Et c'est ça que nous voyons dans différentes façons, de différentes méthodes, c'est ça que nous voyons. Et voilà ce que je voulais partager avec vous. Nous avons été récupérer la gloire de l'Afrique. Le documentaire s'appelle The Kingmaker et il raconte comment Imelda Marcos a aidé à faire son mari. Elle l'a fait parce qu'en fait, elle avait une plus forte personnalité, un plus fort caractère. Plusieurs fois dans le documentaire, elle dit « ce que je veux, je l'ai. Ce que je décide, c'est ça qui va se passer. Ce que je dis, c'est ça qui va se passer. » Donc ça montre quelqu'un qui a un esprit très fort et très dominateur. Et c'est avec ce genre de personnes, il faut faire attention. Et je remarque aussi que très souvent, ce sont des femmes qui ont ce genre de caractère. Et très souvent, il faut une femme qui a le même genre de caractère, mais en Dieu, pour venir détruire ce qui a été fait. C'est incroyable. C'est incroyable, mais je voulais juste que vous puissiez savoir que cela se passe, que cela s'est fait. Et je continue à aller arracher la gloire de l'Afrique, la gloire des Africains, là où elle a été volée, et la ramener là où elle doit être, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, merci beaucoup.